Le barrage, pour ne pas être emporté par le débit de l'eau, fait l'objet d'une construction hors norme. 5 ouvertures sont réalisées pour le passage de l'eau. Chacune d'elles comporte une vanne supérieure d'un poids de 120 tonnes, à laquelle on ajoute une autre vanne inférieure de près de 70 tonnes. Les piles en béton font 15 mètres de largeur, pour obtenir un barrage de 170 mètres de long. C'est 2 fois la longueur d'un stade de football. Il est d'ailleurs particulier parce qu'il est en partie en France et en partie en Allemagne. On retrouve même sur le barrage une délimitation de la frontière avec le panneau F pour la France et le panneau D pour Deutschland. Seul un mastodonte de cette taille-là peut s'opposer aux crues les plus violentes du Rhin. Avec lui, le fleuve devient moins dangereux. Mais le barrage permet aussi d'orienter l'eau vers un des ouvrages les plus incroyables de l'époque. Une autre mégastructure qui, elle, va se servir de la puissance des eaux du Grand Canal d'Alsace. C'est l'ultra-performante centrale hydroélectrique de Kems. Une des plus belles réussites de ces 100 dernières années. La centrale hydroélectrique de Kems, sur le Grand Canal d'Alsace, c'est l'une des plus puissantes productions en matière d'électricité en France. Avec des centrales disposées au fil de l'eau, le canal permet de réaliser 10% de la production d'hydroélectricité française. Cette idée brillante de se servir d'un canal pour de la production électrique, c'est celle de René Cochelin. C'est à cet ingénieur qui a fait ses études à Strasbourg que l'on doit l'installation de 4 centrales sur le Grand Canal d'Alsace. C'est phénoménal. On est sur 4 usines qui produisent 10% des 400 centrales qu'on peut retrouver sur tout le territoire national. Et la première de toutes, c'est celle-ci, la centrale de Kems. Un gigantesque vaisseau posé sur le Grand Canal d'Alsace et qui cache dans ses fondations tout ce que le génie civil français a de meilleur en lui. Car pour produire de l'électricité, il faut des structures et des appareils hors normes capables d'encaisser la puissance des eaux du Grand Canal. C'est le principe même des barrages hydroélectriques. Activer avec la force de l'eau un alternateur géant composé de plusieurs aimants. Et ce mouvement d'aimants les uns par rapport aux autres produit du courant électrique. Grâce à une ouverture dans le Grand Canal d'Alsace, l'eau doit pouvoir s'engouffrer et chuter dans une conduite. Puis arriver à grande vitesse dans un local, où des hélices vont enclencher la rotation d'une roue de plus de 4 mètres de diamètre. Elle frappe littéralement les pales de la turbine et elle commence à les faire tourner. Cette rotation de 90 tours sur une roue d'une centaine de tonnes demande des structures exceptionnelles. C'est ce que les ouvriers en 1928 vont réaliser. Avec pour démarrer la construction de la centrale. C'est ici que l'on va disposer 4 groupes qui seront chargés de produire l'électricité. Un ensemble composé de la roue et de l'alternateur fait plus d'une dizaine de mètres de haut, soit la taille d'un immeuble de 4 étages, n'est visible qu'une toute petite partie dans la grande salle de l'usine. C'est en profondeur que tout se passe. Car pour activer les pales de la roue, il faut que l'eau arrive à une certaine vitesse. On creuse alors des conduits qui amènent l'eau à 14 mètres de profondeur. Leurs dimensions sont colossales. Un conduit fait plus de 15 mètres de diamètre. Ces conduits sont dimensionnés pour amener des millions de litres qui vont s'écouler à l'intérieur durant plusieurs décennies. Mais avant d'arriver à la roue, l'eau peut encore être accélérée ou ralentie sur demande. De larges volets commandés par la salle des contrôles de l'usine permettent leur inclinaison, selon qu'elle fasse obstacle à l'eau ou qu'elle se mette de profil pour un impact le plus faible possible. Les milliers de litres qui arrivent chaque seconde frappent la roue plus ou moins violemment. C'est les directrices qui dirigent l'eau sur la roue. Des directrices qui font plus de 3 mètres de haut et l'espacement, ça serait plus ou moins 50 cm, l'espace d'un homme. Une fois l'eau orientée,
Il faut que la roue soit un modèle d'usinage pour ne pas avoir de mouvement parasite. La moindre déformation des pales de la roue peut provoquer des vibrations de plus en plus fortes jusqu'à détruire les structures et tout le groupe électrique. La masse de la turbine est si importante que la moindre imperfection peut s'avérer fatale à haute vitesse. La roue entière assemblée pèse 140 tonnes, qui est l'équivalent à peu près d'une centaine de voitures classiques citadines.